c'est Quentin. Cette semaine, on parle d'Apple, qui rend ses produits plus accessibles que jamais. Neuralink, qui permet à quelqu'un de parler juste en pensant, et du code source de Claude Code qui se retrouve exposé. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Bubble, le podcast où on prend le temps de comprendre ce que la tech change vraiment dans nos vies. Je suis Quentin et je suis accompagné de Mathieu et de Rewan. Comment ça va, mes petits osios? Moi, je sais plus parler, moi. Bah, écoute, la météo va bien aussi, donc nous on va bien. Mais toi, t'es un menteur, toi. Comment ça, mais toi, va bien? Ça va, Il pleut pas, il fait sec. En tout cas, il pleut pas, tu vois. Là, au moment où on enregistre, on a un beau coucher de soleil. Ouais, c'est vrai. Mais j'espère que vous avez un beau lever de soleil. Alors moi, j'ai un beau coucher de soleil de t'as dingue. un coucher de soleil, parce que moi mais de j'ai des zinzin. nuages gris, c'est pour ça que j'ai rigolé à cette fake news. Ah ouais, non, moi de ce côté-là, zinzin. Moi je disais juste que ça allait bien parce que en fait en ce moment il a tellement plu des kilolitres que pour moi je me dis bon il pleut pas, t'as vu, c'est bien déjà. C'est vrai que c'est bien. C'est vrai. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver et d'enregistrer. C'est vrai que vous l'avez vu, hein, on a eu une coupure pub pendant quelques temps. Un tunnel. Un tunnel, voilà. Mais ça y est, on en est sorti et les choses vont revenir à la normale. Évidemment. Donc, on va rester sur la base, comme vous aviez jusqu'à présent. On remercie les gens d'ailleurs qui ont envoyé des petits messages en mode vous avez disparu, machin. Non, il y a eu des choses qui ont fait que personnellement c'était compliqué pour nous de continuer le podcast, mais on est très content de revenir et on vous remercie tous pour vos petits mots d'attention pour. C'était bien cool. Ça fait plaisir de voir que ça se matérialise par des petits commentaires, parce que c'est vrai que nous on voit pas beaucoup, toi t'as les stats, etc. Mais nous on n'a pas forcément de remontée très vite du terrain. Et du coup, même moi, sur mes vidéos, j'ai réussi à avoir des gens qui me demandaient alors Bubble, c'en est où et tout ça. Donc, merci beaucoup. Non, mais on est désolé, voilà, vous nous avez plus entendu pendant un petit peu de temps le matin, mais on espère que ça va revenir et que ça va. Voilà, que vous alliez apprécier de nous remettre dans votre routine si vous l'aviez perdu. Yes. La constance, en tout cas, va revenir. Et petite anecdote, on va commencer avec le retour des anecdotes. Mais c'est moi, ça, normalement, c'est moi. Mais oui, je sais. Mais toi, t'es l'anecdote dans l'anecdote. Donc, il peut faire son anecdote et après, il faut que tu rebondisses sur une autre anecdote dans l'anecdote. Vas-y, anecdote dans l'anecdote. On a passé les 1 an de Bubble, officiellement. C'était mi-février et on les a passés. Alors, on l'a pas passé avec vous, malheureusement, mais on l'a passé entre nous. Exactement. Voilà. Donc, c'était pour la petite anecdote. Maintenant, vous le savez. Bubble a fêté ses 1 an, donc ça fait plaisir. En tout cas, nous, on a pas mal de choses à rattraper parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La tech, l'univers, la cyber a beaucoup bougé depuis ces dernières semaines. Donc, on se retrouve directement avec Apple qui a sorti pas mal de choses. On parle souvent des produits Apple les plus chers, mais en ce moment, les plus intéressants sont les moins chers. Apple change pas juste ses produits, ils sont en train de changer la manière dont on entre dans leur écosystème. Et c'est super malin. Alors, on a eu pas mal de nouveaux produits. On est en train de voir que Apple est vachement en train de changer sa manière de jouer, je trouve, dans cet univers. Rebat un peu les cartes. 50 ans, hein, donc ils ont c'est vrai qu'ils ont... Bubble a fait un an, ils ont fait 50. 50, ouais, c'est pas la même data. Non, mais tu vois, t'as de la modernisation de certains trucs. Le fait de rafraîchir un produit, ça, tout le monde le fait. Tu vois, dans l'automobile, les mecs, ils te refont un petit restylage, ils te mettent 2-3 fonctions que tu payais avant, puis ils te le sortent. Là, autant je suis d'accord pour les produits type, AirPods Pro Max, ce genre de trucs. L'iPhone 16e, c'est en fin de compte un petit retour 17E. 17E, excuse-moi. On y est. C'est un petit retour aux sources en mode on va vous faire un petit téléphone un peu moins cher parce qu'en fait l'iPhone Air était un peu moins cher, mais c'était surtout une preuve de style en fin de compte, puisqu'il y a des gens qui l'iPhone Air, il était pas moins cher. Hein. Ah ouais? Ah ouais, non, il est à 1199, je crois. Non, pardon, je veux dire positionné par rapport aux autres que les gens ils ont l'habitude de prendre. Donc l'iPhone traditionnel. Il était 100 € de moins. Voilà, donc un petit peu. Et là en fait, pour moi, la sortie de ce 16e plus le MacBook Neo qui en fait est celui qui a fait le plus parler, pour moi il y a une stratégie Apple de dire regardez, premium et abordable, c'est faisable, à l'ère où l'IA vient cartonner les prix des SSD, des RAM et de tous les composants à base de PCB en général. Là ils te sortent un truc qui est en mode il n'y a aucune concurrence sur ce prix-là sur le secteur du Windows. Les Chromebooks, ça les annihile. Et du coup, pour moi, Apple veut se positionner clairement sur le marché des écoles, qui était majoritairement dominé par les Chromebooks, et potentiellement le marché du petit professionnel qui a envie d'avoir l'écosystème Apple parce qu'il a déjà un iPhone, sans pour autant se ruiner avec un MacBook Air, etc. pour à peu près les mêmes performances, en recyclant leur puce précédente. Hyper malin. Pour moi, c'est ça. L'idée est simple, c'est de rendre l'entrée la plus accessible possible pour mieux fidéliser derrière. Bien sûr. On est vraiment là-dessus. Je pense qu'on ne se rend pas compte, parce qu'il faut qu'on le souligne, mais il y a un véritable traumatisme du côté des constructeurs PC. Ah ouais, Il faut le savoir. En ce moment, moi, je lis pas mal d'infos dessus. Vraiment, les constructeurs de PC là sont vraiment démunis, et de savoir comment répondre à ça, ils le savent pas. Dans le contexte actuel en plus. Ouais, dans le contexte actuel, Qualcomm, qui arrive dans le monde du PC avec des puces ARM, sont quand même positionnés sur des segments qui sont quand même assez placés haut de gamme, même s'ils ont des déclinaisons un peu moins chères.
Mais là, le coup de Trafalgar qu'a fait Apple au monde du PC, honnêtement, je suis très curieux et ça va être très intéressant de suivre ce qui va se passer en termes de réponse du côté de chez les constructeurs, où d'après ce que j'ai entendu dire en off, ils sont tous dans la merde. Pour voir l'après, ouais. Bah, On va ouais. peut-être faire un petit résumé pour les gens qui n'ont pas forcément suivi de ce que Ouais. c'est le MacBook Neo. Bah, vous faisiez quoi? Alors déjà, vous faisiez quoi? C'est clair. Globalement, c'est le MacBook le plus entrée de gamme chez Apple, autour des 700-800 euros, 699 et 799, en fonction de deux choses différentes, qui vont les différencier en tout cas. La première version a 256 Go, la seconde 512, mais surtout, on va avoir ou non Touch ID dessus. Donc pour 100 euros de différence, je vous conseille de partir sur celle un tout petit peu plus chère, du coup aux alentours des 800 euros. Mais surtout, et c'est la première fois qu'Apple le fait, ils mettent une puce d'iPhone, la puce de l'iPhone 16 Pro, à l'intérieur d'un ordinateur. Et c'est pour ça que je dis que c'est trop malin, parce qu'en fin de compte, pour ceux qui sont moins techniques, l'architecture des puces qu'il y avait dans les iPhones, c'était du ARM, de l'ARM. C'est ce qu'il y a dans toutes les puces mobiles, dans ce qu'il y a dans les casques VR, etc. C'est des puces qui sont, Dans les en téléphones. fin de compte, ouais, des téléphones qui sont des SoC, qui ont une architecture différente. C'est juste la langue que votre processeur il va parler. Là où les architectures x86 que vous avez dans les PC traditionnels, avec les systèmes d'exploitation, les kernels, donc les noyaux qui sont développés dessus, tournaient là-dessus. Quand Apple a sorti ses puces silicone, donc les M1 que vous connaissez, M2, M3, M4, M5 jusqu'à maintenant, et ben en fait, ils ont dû redévelopper leur système d'exploitation pour que ça tourne sur ce nouveau langage, en fin de compte, et intégrer un peu de virtualisation, le temps d'accompagner le changement. Et en fait, quand ils ont fait la traduction, ils se sont dit, bah attends, pourquoi on pourrait pas faire tourner maintenant sur une puce de téléphone? Est-ce que d'ailleurs Microsoft n'a jamais réussi à faire? Parce que Microsoft a tenté aussi avec les Surface RT à l'époque. Ils ont commencé beaucoup plus tôt. Ils ont commencé beaucoup plus tôt qu'Apple. Mais là où ils se sont foirés, c'était sur la partie virtualisation. L'accompagnement sur la transition entre les deux a été catastrophique. Parce qu'en fait, il y en a, ça commence depuis beaucoup plus tôt. Moi, à titre personnel, j'ai l'une des meilleures, je crois, la Surface Pro X avec le Snapdragon Elite Plus. L'une des meilleures, tout de suite. En fait, c'est la dernière. Et ça fonctionne très très bien. Non, mais ça coûte une couille. Hein. En fait, aujourd'hui, je sais pas si tu me proposes de trucs de la racheter. En plus, tu as le clavier séparé, tu as plusieurs claviers parce que tu as des claviers avec ou sans la batterie, etc. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai fait l'acquisition d'un MacBook Air il y a, je pense, 3-4 mois, quelque chose comme ça. M2. Le M2. Et en fait, en termes de performance, quand tu le regardes aujourd'hui par rapport au MacBook Neo qui, lui, a la puce de Apple, donc la A18, je crois, A18 Pro. Ouais. A18 Pro, tu te dis, ben, en fait, j'aurais peut-être même pas eu besoin. Je l'aurais payé quasiment le même prix puisque je l'ai eu en promotion et il y avait déjà les puces M4 qui étaient bien sorties. Pourquoi faire? Je viens de sortir une vidéo justement sur le MacBook Neo où on a fait des benches entre le MacBook Air M2 de Rewan et du coup ce Neo. Et c'est intéressant justement de comparer les stats parce que en simple core, donc sur l'exécutif, le Neo est un poil meilleur. Ouais. Sur le multi, il l'est moins. Et ça correspond complètement à une puce d'iPhone où en fait c'est très rapide sur les simples tâches, sur l'exécutif. Et dès que tu as commencé à tirer un peu, à avoir beaucoup d'onglets par exemple, beaucoup d'applications ouvertes, là ça correspondra moins. Et en même temps, c'est pas trop son usage. Et ou faire des activités de créateur, des exports vidéo, etc., il sera un peu moins bon. Par contre, quand tu vas ouvrir une page typiquement internet qui va utiliser qu'un simple cœur, bah, techniquement, il bat des puces qui sont sorties il y a très peu de temps pour Apple et qui sont créées, encore une fois, créées pour une utilisation pour un ordinateur, pas pour un téléphone. Exactement. Donc c'est exactement cet usage-là, un usage simple, quotidien. Écrire dessus, naviguer, organiser, créer du contenu, du montage léger par exemple, c'est complètement adéquat. Et pour vous dire un petit peu la grosse surprise derrière tout ça, avec ce prix autour des 800 euros, c'est qu'on a un châssis full aluminium, il est ultra premium par rapport à son prix, il est assez fin, il est plutôt léger. Et j'ai fait le comparatif justement, parce que moi en fait ce MacBook Neo est complètement venu remplacer mon iPad Pro dans mon usage. Tellement ça a été un bouleversement dans ce truc-là. D'ailleurs, c'est la deuxième fois cette année où je change complètement de mes habitudes. Toutes les versions Pro ont dégagé dans ma poche puisque c'est le R qui a pris la place. Et mon iPad Pro a bougé pour récupérer celui-là. En fait, pour vous dire, c'est que ça fait un moment que j'hésite à switch mon iPad Pro par rapport à un nouveau. Et quand j'ai comparé les prix pour récupérer un clavier, parce que tu es obligé pour avoir cette utilisation où tu vas justement beaucoup écrire et tout ça, productivité, et bah t'en as simplement pour 1718 euros. Avec l'iPad, avec la version 512 Go, donc comme le Neo, et un clavier. Donc au final, le calcul, c'est vite fait. J'ai pris le Neo et j'en suis vraiment super content. Sachant qu'il est ultra transportable et que si tu le dis pas,
les gens pensent pas que c'est un Neo, tellement il est bien foutu. Après, je vais pas vous faire la liste des specs avec son écran Non, 13 non, pouces et c'est tout pas ça. le but. C'est pas le but, c'est vraiment pour vous partager l'expérience, l'ergonomie, sachant que vous allez quand même faire des compromis sur certaines choses. Bah, la puce d'iPhone, forcément, si vous voulez faire des grosses tâches, ça sera pas optimisé. C'est un clavier pas rétroéclairé, etc. Donc, il y a du moins bon, mais ça, je vous invite à aller voir la vidéo à ce sujet. Et il y a une grosse limite qui peut être importante, c'est les 8 Go de RAM, contrairement aux 16 Go par exemple qu'on peut retrouver sur les puces M. Donc voilà, ça aussi, ça dépendra de usages, vos ouais. usages. Mais je trouve que c'est vraiment la transition parfaite pour, par exemple, les nouveaux créateurs de contenu qui bossent full sur leur téléphone. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai rencontré 2 créateurs qui font que ça. La fille, elle montait full sur son téléphone, elle crée avec son téléphone, elle monte avec son téléphone, Ah, comme ouais. ma soeur le fait par exemple. Et moi, je trouve ça lunaire. J'ai Ouais, essayé, tu vois, les ouais. Instagram Edit et tout ça. Les C'est- CapCut et tout ça. CapCut, là, c'est ouais. pareil. C'est trop compliqué. Et tu sais, Ouais. moi, quand je fais du montage, je le fais frame by frame, donc Ouais. image par image, pour vraiment avoir le bon cut, etc. Bon, c'est un peu technique, mais tout ça pour dire que je trouve ça trop compliqué. Et pour les personnes qui en ont un peu marre de tout faire sur leur téléphone, parce que le téléphone, malgré tout, c'est notre appareil photo, c'est nos messages, c'est nos mails, c'est notre banque, c'est notre stockage. On fait tout maintenant sur notre téléphone. Et lui rajouter en plus de ça la partie montage, Sachant je que trouve c'est pas le meilleur, le meilleur confort pour travailler sur c'est la taille des écrans, exactement. etc. Le tactile qui est pas toujours précis. C'est Voilà. ça. C'est Et je trouve que, extrêmement dur. ouais, et dans notre monde, quand on veut évoluer et passer sur le step supérieur, donc acheter un ordinateur, on se retrouvait vite confronté à des prix qui étaient quand même assez élevés, où tu es obligé de mettre 1000, 1200, 1500 euros pour avoir un truc un peu correct. Et quand tu commences à mettre de l'argent, bah, tu essayes d'investir un tout petit peu plus pour qu'il tienne plus longtemps. Je trouve qu'il a vraiment créé cette transition, ce palier entre l'un et l'autre pour justement avoir ce confort avec un plus grand écran et faire ce qu'on faisait sur notre téléphone finalement. Après, on a eu le AirPods Pro Max version 2, on a eu l'iPhone 17e et l'iPad Air. C'est des petites évolutions, voilà, pour rien vous cacher. C'est des petits twists par-ci par-là. Ça reste des produits très intéressants si vous voulez rentrer dans l'écosystème avec un iPhone qui est cool. Mais par exemple, vous n'avez pas passé du 16e au 17e. Donc voilà, c'est des petits twists. Je vous invite à aller voir les contenus. De toute façon, moi, je vais les traiter sur la chaîne. Je suis en train de faire une petite expérience en mode 1 semaine, 2 semaines, avec que les produits entrée de gamme pour voir ce que ça donne et vous partager mon ressenti. Donc, à la limite, si vous voulez voir un petit peu toutes ces compilations, allez voir ça. Et puis, comme ça, on peut enchaîner et vous parler d'autres sujets. Neuralink, par exemple. En ce moment, Elon Musk, il fait beaucoup encore l'actualité, et notamment du côté de SpaceX, dont on parle beaucoup avec tout ce qui se passe au niveau de l'espace. Là, il se passe plein de trucs sympas. Même la NASA s'y remet avec ce décollage de la fusée Artemis 2, je crois, si je dis pas de conneries, C'est ça, hier qui va soir. faire le tour de la Lune et tout ça. Bref, Il y a tout un Ariane truc, aussi qui ouais. a lancé une nouvelle fusée avec les satellites d'Amazon qui veulent Ouais. faire comme Starlink. Il y a plein de choses aussi qui se passent du côté de l'IA, côté Grok, etc. Côté aussi énergie. Il fait plein de trucs en ce moment. J'ai oublié le nom. Dans le je voulais- solaire, ouais. ouais. Solar quelque chose. Ouais, et puis il a une autre nouvelle usine qui a ouverte, qui est gigantesque, donc on n'a pas arrêté de parler. Et comme par hasard, quand je veux sortir le nom, je ne l'ai pas aujourd'hui, donc désolé. Quoi qu'il en soit, on entend beaucoup parler, que ce soit niveau IA, niveau espace, un petit peu moins, mais quand même au niveau Tesla, on entend quand même des petites choses à droite et à gauche. Il y a vraiment une des boîtes qui, je trouve, la plus sous-cotée de la part d'Elon Musk, et qui fait peu parler d'elle, mais qui quand même ouvre le champ des possibles, qui est assez dingue, c'est Neuralink. Neuralink, c'est cette petite boîte qui est un petit peu dans la vallée de l'étrange, parce que l'idée, c'est de faire du transhumanisme, de nous mettre une puce dans le cerveau et Un implant cérébral. et de nous augmenter. C'est bien Cyberpunk 2077, on te voit. Et il faut savoir qu'il y a quand même eu un événement qui a été fait en mars 2026. Hein. Donc là, on démarre des mois d'avril, je suis un peu à la bourre, mais je trouve qu'il est significatif qu'il fallait qu'on mette un peu la lumière là-dessus. C'est qu'ils ont fait un essai clinique qu'ils ont appelé Voice. Et Voice, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement d'avoir la faculté de restaurer la parole fluide pour des patients atteints de SLA, la fameuse sclérose latérale amyotrophique. Voilà. Et j'ai réussi à le dire du premier coup. Je tiens à le dire, il n'y a pas de montage. C'est beau. C'est beau. Le patient, il s'appelle Kenneth Schock, et il a cette maladie qui détruisait progressivement sa capacité à parler.
C'est un ancien vétéran de l'armée britannique, voilà, pour vous faire SAS. voilà, C'est force spéciale, c'est pas du tout. je sais pas, en tout cas, voilà, il est britannique, il faisait partie de l'armée, et en fait, il a la capacité maintenant, cette fois-ci, de générer des phrases audibles en temps réel, simplement en pensant à les dire. C'est incroyable. C'est Ça, un c'est truc vraiment de ouf. stylé, ça. Ouais. Il faut savoir hein, que du coup, c'est passé par plusieurs étapes. Et bien sûr, l'IA n'y est jamais très loin, hein, comme dans tout. En ce moment, il y a eu une première phase qui est la phase 1 qu'on peut appeler la vocalisation, qui est une sorte de calibration. En gros, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie de faire dire à Kenneth qui n'est pas encore tout à fait muet. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est dégénérative. Ça veut dire qu'au moment où ils ont travaillé sur ce point-là avec lui, il n'avait pas encore totalement perdu l'usage de la parole. Ils lui ont demandé de parler pour lire des phrases à voix haute pendant que l'implant enregistrait ses signaux cérébraux, ce qui a permis de créer une carte ultra précise. Ok, donc tu pars pas de nulle part quand même. Il y a quand même une petite base. Non, sachant quand Pour même l'instant, en que tout tu cas. pourrais partir de nulle part. C'est pas impossible que quelqu'un totalement muet n'ait pas accès à cette technologie. C'est juste que tu vas vite comprendre pourquoi. L'idée, c'est de rendre fidèle le retour à la voix. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent le mimétisme. Une fois qu'ils ont créé cette carte en lui en faisant répéter des phrases pendant longtemps, ils lui demandent au patient de mimer des mots sans sortir les sons. Vraiment pour que l'implant reconnaisse les intentions motrices de la langue et de la gorge, même si aucun muscle ne bouge. C'est ça l'idée. Et ensuite, aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, Kenneth, il n'a plus besoin de bouger la bouche. Il pense sa phrase et l'IA va traduire ses intentions neuronales directement en audio. Et ça, c'est une première. C'est fou. C'est J'arrive assez même dingue. pas. Tu vois, tu l'expliques. Ouais. Je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Mais en fait, alors, tu as déjà des trucs comme ça qui existent sur la partie juste arriver à interpréter certains signaux du cerveau. Tu sais, avec les casques que tu poses, ton ami t'as une meuf Oui, qui qui fait font des des lives jeux sur vidéo, on en Sur avait parlé. neuronal, qui ouais. arrive en fait, qui fait du mapping de certains trucs. Genre, elle pense à dire droite et en fait, C'est son les ondes cerveau, cérébrales qui c'est sont ça. interprétées. Ça stimule une certaine zone que le casque arrive à récupérer et du coup, ça traduit ça en input. Mais là, pour le faire avec quelque chose qui te permet de pas juste récupérer un signal, mais de te dire, j'arrive à récupérer carrément la phrase que le mec va prononcer. Je trouve que c'est assez fou. C'est dingue. En gros, c'est une combinaison, comme on vous l'a dit, hein, de répéter des phrases et aussi le mimétisme avec la bouche, donc sans faire les sons, qui va permettre à la puce de comprendre un petit peu les intentions. En gros, elle lit pas ses pensées. Elle arrive en fonction de la manière dont tu vas bouger sa bouche. Oui, c'est mécaniquement etc. en fait qu'il Exactement. arrive à capter. C'est exactement ça. Du coup, il n'y a pas ce côté Star Trek voilà, où on arrive à lire dans les pensées. Mais quoi qu'il en soit, ils arrivent à retrouver donc l'usage de la parole. Et comme je vous ai dit, ce qui est très important, parce qu'il y en avait un autre très connu, Hopkins, je crois, tu sais, qui était une tête de ouf, qui était paralysé dans une chaise, qui Oui, est oui, bien décédé. sûr. Lui, il avait cette faculté-là, mais c'était une voix robotique qui faisait Oui. ça. Et là, on retrouve le timbre de sa voix, parce que Mais pareil. c'était sur un truc sur les cordes vocales, il me semble. Oui, voilà. Alors, il y a ça et il y a d'autres possibilités. Il y avait des gens qui arrivaient à parler, à recréer du son, en fait, en regardant un clavier avec les yeux et en faisant ce qu'on appelle de LA tracking, du suivi du regard. Oui, c'était mais Où, en tapé. fait, c'était il tapait, chiant. Ouais. voilà, il tapait. Sauf que ça demandait un effort de zinzin. La personne, au bout de quelques minutes, elle était exténuée parce que il faut se concentrer pour regarder. Un peu comme ce qu'on a sur l'Apple Vision Pro, où tu Bien sûr, regardes ouais, les ouais. trucs. Mais imagine-toi devoir taper chaque mot pour faire une phrase. Donc, c'était exténuant. Et là, pour le coup, on retrouve un système qui est capable de faire les choses instantanément, sans latence et sans demander d'efforts surhumains aux patients qui ont ce truc-là. Donc, perso, moi, je trouve ça complètement dingue. Et Moi, j'adore. c'est vraiment les cas où on aime la tech. C'est les applications C'est-à-dire que concrètes. là, on est presque prêt à oublier toutes les frasques d'Elon Musk. Alors, c'est pas lui, hein, c'est les chercheurs, c'est les équipes de Neuralink. Bien Mais sûr. c'est lui qui est à la tête de ça, qui fait en sorte que Neuralink est là et qui existe, quoi qu'il en soit. Mais on a envie de dire, ça, c'est la tech qu'on aime et la tech qu'on veut. La tech qui bouge, la tech qui montre qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faisables et auxquelles. Tu sais, c'est tangible. On sait qu'on y est Oui. proche. Et on en a beaucoup parlé dans pas mal de sujets un peu dystopiques où on sait que tu sais, c'est juste un petit truc qui va faire la bascule de l'un à l'autre. Et on n'est pas si loin. Non. Ouais. Mais le pas si loin veut parfois dire 1 an ou 10 ans, mais on n'est pas si loin. Et la puce dans le cerveau, ça a des fantasmes à la fois incroyables. Et moi, je le vois parce que j'ai traité souvent ce sujet-là sur ma chaîne YouTube. Et tu as vraiment deux camps.
t'as les gens qui, comme nous, encore une fois, nous, on est bien portants grâce à Dieu, on a tout ce qu'il faut là où il faut et on n'a pas de problème. Et donc, on est inquiet sur le côté humain augmenté et les dérives que ça peut aller. D'ailleurs, hein, c'est ce que je disais, Neuralink insiste bien sur le fait qu'elle ne décode pas les pensées. Elle ne décode que les intentions de mouvement liées à la parole. Donc, c'est ça. Mais on a quand même toujours ce côté de se dire, le jour où on a une puce dans la tête, on peut devenir esclave de GAFAM ou de choses comme ça qui auraient envie de nous envoyer. Tu sais, genre bientôt, on devrait avoir un filtre de publicité, un bloqueur de pub dans notre cerveau. Le tu vois. adblock cérébral. T'es en train de dormir et là, salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien votre voiture C'est ça. C'est ça, tu vois. à 3h du mat? Tu vois. Et en même temps, on a une catégorie de la population de gens qui souffrent de handicap et qui disent non mais attendez les mecs, moi ça j'en rêve tous les jours. Bah ouais. C'est pour ça. Donc il y a cette dualité, qui fait qu'on se dit où est-ce qu'on va foutre les pieds. Et en même temps, il y a des gens qui ont des vrais besoins. Et peut-être que c'est ça aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut parler et peut-être que demain on sera capable via une caméra de réinjecter des images dans le cerveau de la personne, donc qu'elle voit sans yeux. Enfin, tu vois, les applications sont hyper concrètes. Truc très con, hein, parce qu'en ce moment j'ai un peu mal à une oreille. D'ailleurs, ça me traumatise un peu. Là, j'ai un peu peur. Mais il promet de guérir par exemple les acouphènes. Pour les gens qui souffrent d'acouphènes et on se rend pas dingue. compte. Et il y a des gens qui disent vivre avec des acouphènes, c'est horrible. C'est horrible. Parfois, j'en ai pendant des très longues minutes Ouais. et c'est infernal. Moi, en ce moment, je raconte ma life, mais j'ai un peu mal à une oreille droite là. Et je te cache pas que je comprends du coup ce que veulent dire ces gens-là. Donc en même temps, en fait, je pense que la difficulté de ce cas précis dont on parle, c'est que c'est à la tête d'un GAFAM, c'est à la tête d'un mania de la tech et c'est pas poussé par potentiellement des États ou genre, tu vois, l'Institut Pasteur, des trucs comme ça qui ont un peu pignon sur rue, sur laquelle eux, si c'est l'Institut Pasteur qui vient te dire tu veux te mettre une puce pour aller mieux, tu dis oui tout de suite. Quand c'est Elon Musk qui te le dit, bon bah tu dis ouais. Après, quand t'es dans ce cas-là, t'as des mecs des fois qui sont un peu, tu vois, qui ont un peu tout perdu et qui se disent perdu pour perdu, autant que je tente le truc, tu vois. C'est vraiment le genre de commentaires que moi j'ai eu sous mes vidéos de gens qui disent mettez-vous à notre place 2 minutes et vous verrez qu'en fait on peut même nous mettre Franck Leboeuf qui nous demande combien vaut notre voiture, on signe demain parce que notre nécessité elle est vitale. Une fois n'est pas coutume, moi de mon côté je vais vous ramener du côté de l'IA. Ça faisait longtemps, en ce moment j'ai pris un peu un tunnel avec Claude Code. Vous en êtes déjà un petit peu servi de Claude Code ou pas? Jamais, mais c'est vrai que depuis que tu me l'as montré, j'ai des petites idées qui pop. Mais en fait, c'est ça le truc de ouf, parce que moi, personnellement, je regarde beaucoup de choses comme ça aussi. Ouais. Et je vois même des gars, tu vois, qui font des ateliers sur YouTube où ils t'expliquent plein de choses et tout. J'ai zéro idée, inspiration de dire pourquoi je l'utiliserais, tu vois. C'est vrai. Et moi, je vais raconter un cas concret. Typiquement, donc moi, je travaille dans le domaine de la cybersécurité. C'est le genre de truc où je me disais, ouais, ça va être de la merde. En fait, il y a un phénomène qui s'appelle l'enshitification. Donc, la merdisation, c'est de ressortir tout un tas de trucs un peu pourris, de faire des trucs encore plus compliqués et qui répondent à aucun besoin, qui font pire que quelque chose qui existe déjà. Tu vois, un peu comme le terme slop sur YouTube. Le AI slop. AI slop, qui est encore un autre sujet qui, moi, dans mon milieu, est catastrophique parce que tu as une vulnérabilité qui sort, 20 minutes après, tu as 15 000 mecs qui te disent « Ouais, j'ai réussi à l'exploiter ». En fait, c'est que des POC générés par IA qui puent sa mère et nous, ça nous met dans des positions terribles pour traiter de la vulnérabilité. Pour prendre des décisions, c'est complexe. Même pas pour dire est-ce que c'est un vrai truc, les retester, c'est catastrophique. De dire est-ce qu'il faut qu'on se mette ce sujet-là en priorité ou est-ce qu'en vrai, c'est que du bullshit, les gens. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, quand j'ai vu Claude Code sortir et les retours, je me suis dit, en vrai, je vais commencer à tester parce que là, pour le coup, ça a l'air vraiment abouti. Et en fait, c'est le seul abonnement aujourd'hui que je paye pour un outil IA parce que, en fait, Claude Code, pour le coup, c'est une vraie révolution. C'est pas juste une IA qui te sort du code. C'est un outil qui te permet d'avoir une équipe de développeurs derrière et de ne plus développer. Je suis déçu. C'est assez fou. Excuse-moi d'être J'ai retourné déçu. Ma veste. C'est un truc. Parce que le mec qui a dit je fais tout en local, moi il y a rien, comment ça, il y a R, je donne rien. Alors. Et surtout il y a pas d'abonnement. Et là il paye un abonnement. Là je paye un abonnement qui va m'aider à développer mes trucs derrière. Il a l'air de prendre du plaisir à payer d'un abonnement. Oui, énormément. Je te jure, c'est fou. C'est fou parce que pour peu que tu connaisses un peu le développement, ils l'ont dit, de toute façon, les études un peu sérieuses sur le sujet, je crois qu'il y avait même Nico qui en a parlé dans une de ses vidéos, c'est les seniors qui utilisent les outils de développement parce qu'ils ont le retour critique. Ils peuvent dire là, j'aime pas cette techno, j'aime pas tel truc que tu as choisi, là, attention, tu me mets une vulnérabilité. Là, niveau processus, c'est pas génial. Donc, c'est pas mon cas. Par contre, pour développer un truc pour mon usage, c'est vraiment très adapté. En ce moment, je suis en train de développer une appli qui me permet de gérer mes campagnes de jeux de rôle que je fais avec mes potes. Et j'ai montré tout à l'heure à Quentin et un petit peu à Mathieu. En vrai,
pour moi qui ai touché 0 ligne de code et qui est juste, des fois, j'ai été dans les fichiers de log, voir un petit peu les erreurs et dire, bah là, attention, j'aime pas trop tel truc. Là, tu es en train de partir en cacahuète, réutilise plutôt cette librairie, etc. Mais en vrai, c'est vachement impressionnant ce qu'il arrive à produire sans rien faire. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Comment ça fonctionne juste en deux mots, histoire de que les gens J'allais y une image. venir. Vous connaissez Anthropic. Anthropic, ils ont les modèles. Donc, vous connaissez Opus, Sonnet, Haiku, qui sont en fin de compte leurs modèles IA. Donc, un peu comme les GPT de chez ChatGPT. Oui, un peu 5.2, comme, 5.1. c'est ça. Mistral, pareil, ils ont leurs modèles. Vous connaissez Yama, vous connaissez Gemma, tous ces trucs-là. Claude Code, c'est une sorte d'orchestrateur. Donc, c'est comme la sauce interne qui fait que les modèles vont prendre telle ou telle décision et comment ils vont les prendre. Tu demandes à Claude Code, je veux développer tel projet sur la base de telles infos, etc. Il va interroger des agents. Donc, il va interroger des outils. Il va dire, là, je vais prendre l'outil qui fait tel truc. Là, je vais prendre l'outil qui fait tel truc. OK, là, tu vas faire tel truc. Et c'est tout ce workflow-là, toute cette espèce de couche avec les commandes en slash qui te permettent d'aller lire un fichier, d'aller interroger tel truc, etc. C'est toute cette embrouille interne qui rend l'IA aussi presque plus efficace qu'un humain aux tâches de développement. Et en fait, ce truc-là, il a fuité. Il a fuité la fin du mois précédent, le mois de mars, parce qu'il y a eu un développeur qui a fait une bêtise, qui a poussé un fichier de debug dans dans la version qui a été déployée, rendue Sur disponible GitHub. sur... Ouais, c'est pas sur GitHub, mais oui, c'est à peu près le principe, c'est un package NPM. Donc, c'est pas un piratage, c'est juste un mec qui s'est foiré en oubliant de retirer un fichier. Le problème, c'est que tu avais un demi-million de lignes de TypeScript, donc il y a un espèce de JavaScript un petit peu différent, quasiment 2000 fichiers, des outils internes, les slash commandes, l'architecture agentique de l'outil, les features pas annoncées, mais qui étaient déjà présents dans certains outils qui étaient en train de développer, même une partie de la roadmap produit. Pour vous donner une idée, pour les gens qui auront peut-être du mal à suivre, imaginez-vous que la recette de la sauce Big Mac, elle fuite. C'est Voilà. à peu près le même niveau, ouais. Sauf que J'essaie de simplifier à mort. tout le monde va chez McDo à un C'est moment ça. de la journée, tu vois. C'est pas juste... C'est ouf. c'est ça. Pourquoi c'est chiant ? En fait, Pourquoi c'est chiant? pourquoi c'est chiant pour Claude ? Parce qu'en fait, j'aime bien l'arroseur arrosé dans l'histoire. En fait, quand ça a fuité, ça n'a pas été rendu disponible très longtemps, mais les gens qui l'ont récupéré se sont dit, putain, mais attends, on vient de choper C'est un une truc mine de d'or, fou, quoi. là. C'est une mine d'or. C'est-à-dire que là, on a l'un des trucs les plus puissants du moment avec le développement assisté par IA qui vient d'être rendu disponible. On ne peut pas s'en servir. Par contre, on peut se servir de l'IA pour redévelopper le même truc, mais vu que c'est du code source 100% original, c'est plus la propriété d'Anthropic. Donc en fait, ils se sont servis du code source des outils qui ont fuité pour dire, tu me lis tout le code, tu me le refais, je veux les mêmes fonctionnalités, la même architecture, etc. Juste, je veux du code différent. Tu te retrouves avec un Claude qui a 1,4% de similarité du code avec ce que Anthropic a fourni, qui au niveau de la propriété intellectuelle passe sur absolument tous les radars et qui a été open sourcé. Et le clou du spectacle, l'outil s'appelle Claude. Comme OpenClaw qui était feu. Comment ça s'appelait avant ? J'ai oublié le nom du truc là. Cloudbot Cloudbot, ouais, c'est ça. Cloudbot. Donc ça veut dire que demain, tu pourrais avoir Claude Bah, gratuit. Ton Claude C'est- Code, parce que les modèles, tu peux les faire tourner un peu séparément. Tu sais, comme quand tu chattes avec ChatGPT en direct. ChatGPT, il a les mêmes fonctions qui s'appellent Codex, je crois, si je dis Oui. pas de bêtises. C'est ça. Mais sauf que Claude Code est à des années-lumière de Codex. Mais tu pourrais très bien faire tourner ton OpenClaw, enfin ton Claude Code chez toi sur un autre modèle, ce que tu peux déjà faire, sauf que là, ce serait un outil différent. Tu n'aurais pas la dépendance au serveur de Claude Code ouais. pour faire tourner cet outil-là. Typiquement, aussi encore une fois schématiser, simplifier, les gens vont pouvoir faire des forks, donc des versions modifiées, un peu comme par exemple ce qu'a fait Amazon en créant les Fire TV. Tout ça, c'est des forks d'Android. C'est-à-dire, on prend la source d'Android, la base, et après, on peut la faire à sa sauce. Ouais, ceci près que ça, c'est de l'open source. Oui. Donc là, c'est officiel. Oui, là, le oui. truc, c'est pas du Oui, tout mais officiel. comme Là, tu c'est l'as du dit, pirate, le ouais. problème, c'est que là, ça passe sous les radars de la propriété intellectuelle. Exactement. Ça veut dire qu'Anthropic n'a pas la possibilité d'interdire ces trucs-là. Alors, sache que quand le truc il a fuité, ils s'en sont rendu compte. Donc, quand les mecs ils ont commencé à publier pour le coup, des repos GitHub avec les données qui avaient fuité, ils ont tout de suite demandé à GitHub de les fermer. Il y a eu à peu près 8000 demandes de suppression de repos GitHub. Ah non, mais c'est ça que je trouve fou avec Internet, c'est l'appropriation immédiate. Il y a Ah oui. tout le monde qui le Ouais. voit, quoi. S'il y a un moment, en plus, avec la hype, entre guillemets, de l'IA, si ça a fuité, qu'il y a un mec qui l'a récupéré, t'es mort. Oui, Quand c'est il est mort. parti, il est dehors. C'est fou. Le génie est sorti de la lampe. C'est comme mettre un nude sur Internet. Ah oui, C'est bah... vitam et aeternam. Ça Sauf veut que- dire que dès que le truc est diffusé, tu peux avoir Ça quelqu'un va qui est à partout, l'autre quoi. bout du monde avec son petit PC à la maison qui a
qui a sauvegardé ce nude-là et qui peut le rediffuser à tout moment s'il le souhaite. Quoi. C'est Donc, ça. Sauf que là, il a genre un nude de star qui serait la star du moment, Ouais. que tout le monde verrait tous les jours sur les écrans. C'est vraiment un truc de fou. Moi, pourquoi cette histoire, j'ai décidé de vous la ramener aujourd'hui, c'est que déjà, l'IA, on en parle régulièrement et c'est un sujet qui va continuer, je pense, à nous alimenter pendant un certain temps. Mais là, c'est que l'IA se confronte à un problème de l'IA. Parce qu'en fait, le mec qui a redéveloppé Claude Code, en plus, Claude Code, il s'est servi de Claude pour redévelopper Claude Code. Il n'a pas refait un soir comme ça. Donc, il s'est servi de l'IA, du code source qui avait fuité, de la société qui possède le code source qui avait fuité, pour redévelopper son outil, pour contrer l'outil qui lui-même il a redéveloppé, tu vois. C'est assez fou, je trouve cette histoire vraiment, vraiment lunaire. Ouais, c'est ouf. Et l'histoire n'a pas dit ce qui est devenu le mec qui a fait la bourde. Mais c'est surtout que ça intervient 2 semaines après la prétendue fuite, tu sais, du modèle Mythos, le modèle. Le fameux modèle. Ouais, ça c'est une autre histoire aussi, mais pour vous la faire courte, c'est un modèle qui est chez Anthropic et qui est un modèle qui est apparemment en interne parce qu'en fait, ils refusent de le publier de ce qu'on en sait, parce qu'on n'en sait rien du tout en fait. Mais de ce qui se dit, c'est que ce modèle, il est tellement puissant qu'il serait trop dangereux à mettre entre les mains de n'importe qui. Donc, ils se refusent à le publier. Et donc, il y aurait eu aussi une fuite. C'est ça, de ce modèle-là, des annonces sur le résultat de ce modèle-là. Après, est-ce que c'est de la hype pour continuer à maintenir la bulle de l'IA? Oui, ouais. Voilà. Et comment dirais-je, le market value. Ouais, c'est ça, de Claude et d'Anthropic. Après, honnêtement, déjà, quand tu te sers de Opus aujourd'hui et que tu fais un projet un peu complexe et que tu sais lui parler, tu peux vraiment faire des trucs de fou. C'est pour ça que quand le modèle il est sorti et que Claude Code est sorti, tu as vu les parts de marché dans le secteur le cours de l'action du marché du logiciel. Il a pris une tempête incroyable, si bien qu'aujourd'hui, en 2 semaines, n'importe qui te sort son outil pour tel truc. Surtout que, anecdote dans l'anecdote, il faut aussi replacer Anthropic, qui en ce moment est au cœur, on va dire, des problématiques entre Donald Trump et le boss de Claude, qui refuse de donner les clés du camion, on va dire, à l'État américain pour contrôler la population, etc. Donc, ils sont un peu dans l'œil du cyclone. Ouais. Donc, tout ça fait aussi parler. Sachant aussi qu'il y a aussi des rivalités très affirmées entre Anthropic, qui fait des petites piques. Notamment, ils avaient fait une... je crois, comment il s'appelle le truc américain là que tout le monde regarde, le Super Bowl, où ils avaient fait des pubs pour tacler un petit peu ChatGPT sur le fait qu'ils allaient qu'ils ont mis de la publicité dans leur modèle parce qu'ils s'y retrouvaient plus. Oui, dans leur interface, ouais. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait quand même une belle exposition à Anthropic. Bien sûr. Comment il s'appelait le modèle qui faisait des vidéos de ChatGPT là? Seedance. La plateforme. Sora qui a fermé. Ouais. Sora, tu sais pourquoi ça a fermé? Est-ce que tu sais combien ça coûtait par mois? 1 milliard. Ça coûtait. Non, mais je veux dire, en perte par mois, combien il perdait? Je crois que par mois, il perdait genre 55 millions. Ouais. Et en termes de revenus, ça dépassait pas les $100 000 de revenus. Oh, wow. Et c'est un truc qui s'est quand même très vite essoufflé au final. Et en fait, ChatGPT, enfin OpenAI, qui développe ChatGPT, a décidé de se reconcentrer. Et clairement, Anthropic est aujourd'hui sa cible parce qu'ils veulent se remettre sur le monde professionnel. Parce que c'est le cas concret. Et voilà. Encore anecdote dans l'anecdote, il y a un mec qui a publié un truc sur Reddit qui parle d'un de ses collègues qui lui est chez Anthropic et qui dit « Nous ne développons plus. On a des équipes d'agents IA, on leur donne des trucs. Pour ceux qui sont dans le domaine, on est des product owners. On veut un produit, on dit à l'IA quoi développer. Ça fait des semaines qu'on n'a pas touché, nous, une ligne de code. On leur dit quoi faire. Ils le font, on revoit, on leur dit où modifier et ça ne fonctionne que comme ça. Donc là où l'année dernière, leur propre produit, c'est ça qui est bien aussi. Mais là où l'année dernière, j'étais en mode l'IA ça ne remplacera pas, ça va catalyser tout là, ça va vraiment pour les développeurs. Tous ceux que je connais, ils se chient dessus. C'est pas au niveau de j'allais dire de pas remplacer, non c'est faux, ça déjà remplace déjà. C'est pas au niveau d'égaliser un humain sur certains trucs très précis sur de l'architecture, etc. Par contre, oui, clairement, ça va virer des gens. C'est sûr et certain. C'est sûr, parce que regarde, même toi, aujourd'hui, tu as fait ton truc. C'est-à-dire que ça commence à redescendre suffisamment bas, parce que toi, tu es encore... Bon, tu es une partie, on va dire, haute, parce que tu es technophile et autres. Ouais. Mais dans peut-être 5-10 ans, il y a une génération, peut-être moi, mes gamins, demain, ils utiliseront ça comme nous, on utilisait le moteur de recherche Google. Exactement. Pour faire une recherche sur Internet. Complètement. C'est fou. Eh bien, écoutez, voilà pour les actus de la semaine. Bien sympa. Merci les petits osios pour ça. Et si je vous disais qu'on a essayé d'imaginer un scénario où Internet disparaissait pendant 7 jours, tout s'arrête, ou presque, on tient combien de temps, selon vous? Je vous le dis,
Ça fait peur. Mais on en parle jeudi dans Bubble. Passez une très très bonne journée et à très vite. Ciao. Ciao.